Si tu devais me dresser un portrait... Le portrait robot de la cible. Alors, le portrait de robot de la cible, ça va être quelqu'un qui a entre 55 et 65 ans, 2 tiers hommes, 1 tiers femmes. Et en fait, on comprend pourquoi. C'est des personnes qui arrivent en fin de carrière, qui ont du coup un peu d'épargne, qui ont accumulé un petit peu de patrimoine, alors parfois beaucoup, parfois un peu moins, mais qui du coup ont des décisions à prendre et qui arrivent avec quelque chose qui s'appelle la retraite. Alors soit ils viennent de la prendre, soit ils vont la prendre, et du coup ils ont des choix de vie à faire par rapport à cette épargne. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un partenaire. Alors je suis très content d'avoir formé pas mal de partenariats pour pouvoir aider les victimes d'usurpation d'identité. Et aujourd'hui, je vais recevoir Marc qui va nous parler de son activité au sein de Broker Défense et du partenariat qu'on a consolidé avec eux. Bonjour Marc, comment vas-tu? Bonjour Philippe. Super. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir ici au village pour cette petite échange sur nos activités. Alors du coup, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter et ensuite on va aller un peu plus enclin dans ce partenariat qu'on a fondé entre ID Protect et Broker Défense. Très bien, donc moi, Marc Gouzy, Broker Défense, société que j'ai créée, je suis un des cofondateurs en 2014. Déjà 2014, 10 ans. Donc ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans, et le temps passe à une vitesse, mais c'est incroyable, qui était dédié à l'accompagnement des victimes d'escroquerie financière. Ok. Donc en fait, le concept, il est globalement assez simple. Une victime d'escroquerie aux faux investissements vient nous voir, on va l'aider à faire le ménage dans son dossier, à cibler les bons éléments pour l'envoyer directement auprès des avocats partenaires de notre réseau, donc soit pour des procédures pénales, civiles ou précontentieuses, mais directement avec la bonne info. Comme ça, l'avocat reçoit un dossier clé en main, qui a été cleané, qui a été nettoyé, qui est prêt à l'emploi, et la victime, justement, bénéficie de ce nettoyage, parce qu'on est spécialisé sur l'escroquerie aux faux investissements, comme je te le disais, mais c'est de l'escroquerie d'ingénierie sociale. Okay. C'est du mensonge. La victime a été manipulée, on l'a abreuvé avec tout un tas d'éléments totalement fictifs. Donc, le use case classique, c'est une victime qui va aller voir la police, qui raconte tous les éléments de scénario qui ne servent absolument à rien dans la procédure. Ok. Et donc, du coup, là, la plupart du temps, malheureusement, le dossier, il est mort, il part directement dans la case classement sans suite. Il est classé sans suite. Voilà. Donc nous, on fait le ménage et ça permet vraiment de cibler, de remonter les éléments les plus pertinents et ça augmente les chances d'avoir une procédure qui part sur les bonnes bases et qui va relativement bien se passer derrière. D'accord, ok, très clair. Et du coup, tu me dis que vous avez 10 ans. Quel était l'environnement des arnaques financières il y a 10 ans? Eh ben, il y a 10 ans, c'est vrai que ça a changé. Ouais. Ça a vraiment changé. En fait, il y a 10 ans, c'était la folie des investissements sur Internet. On avait des courtiers avec des régulations plus ou moins obscures dans des pays européens, mais qui avaient des pratiques qui étaient hyper borderline et qui faisaient qu'ils se comportaient quasiment comme des sites d'investissement non régulés. Et puis, c'était le début, ça se connaissait, ça se savait pas trop. Donc, on partait de l'escroquerie à l'ancienne, qui était de l'escroquerie par téléphone, par courrier, ou même parfois il y avait de la mise en danger de l'escroc qui allait rencontrer la victime, qui l'invitait au restaurant pour proposer monts et merveilles. Et puis derrière, après, forcément, c'était pour prendre l'argent et partir avec. Donc là, c'est pareil, mais il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est Internet. Des sites Internet super bien faits, qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des sites de courtiers, à des banques, à tout ce qu'on veut, et qui sont tellement bien faits qu'il y a certains sites de banque qui étaient moins bien que les sites d'escrocs. Donc voilà, on était il y a 10 ans. Ouais. Donc forcément, à l'époque, on n'est pas un peu dans le cliché où c'est vrai parce que c'est à la télé, mais c'est sur Internet. Donc forcément, derrière, on imagine que c'est comme dans la vraie vie. On voit une super façade d'un bel établissement, on se dit, derrière, il y a du sérieux, il y a quelque chose. Sur Internet, c'est pas du tout pareil. On peut avoir une super façade et puis derrière, c'est du top. C'est 3 pixels sur un écran. Donc, Clairement. Voilà. Donc en gros, c'était quoi les véhicules d'investissement qu'ils proposaient? Le véhicule d'investissement, en fait, ça, si tu veux, c'est des choses, tu as des modes. Tu as des trucs qui sont porteurs, ça dure 6 mois, 1 an, et après ça change, et ça se renouvelle tout le temps. Donc quand on est arrivé, c'était les options binaires, le Forex, c'était les CFD, après c'est passé sur les diamants. Il y a eu la folie du diamant pendant environ 1 an, 2015-2016. Ça veut dire qu'il y avait des sites sur lesquels on disait « achète du diamant pour le revendre ». Mais du diamant d'investissement.
Et le diamant, il te prend du pourcentage toute la nuit. Tu sais pas d'où ça vient le pourcentage, mais ça arrive comme ça. Après, il y a eu alors le cheptel, forcément l'arnaque au cheptel. Alors là, les vaches, meilleur rendement du monde, la vache. T'imagines pas. Hein, parce qu'en plus, t'as le lait, tu peux te faire la vache quand elle est en fin de vie. C'est merveilleux. Il y a eu ce type d'investissement, j'avoue, ça j'ai pas cru. Il y a eu ça. Comme une légende, tu sais. Ah non, j'en ai vu, hein. J'en ai vu. Après, il y avait l'or. Alors l'or, ça a toujours plus ou moins resté. Ça, c'est un petit fond, ça a toujours tenu. C'est la valeur stable dans l'arnaque, oui. C'est toujours un fond d'or. Hein. C'est pas dans le portefeuille, il faut 5% d'or pour panacher. Là, c'est dans les arnaques, il y a toujours le fond d'or. Hein. Ça, c'est pour diversifier. Il y avait les grands classiques, les livrets d'investissement. Livret d'épargne à taux bonifié. Alors très bonifié forcément, hein, sinon il n'y a pas d'arrêt. 15%. Alors il y a eu la folle époque effectivement du 20, 15, 30, 40%, voilà. Mais après ça s'est vraiment assagi. Pour être crédible, il faut que ce soit du 4 ou du 5 quand les banques proposent du 2. Ok. Tu vois, parce que quand tu proposes du 4, c'est bien, mais c'est pas fou non plus, quoi. C'est 4, quoi. C'est pas 15. Et du coup, c'est ça qui est le plus dangereux. Donc on sent qu'en fait aujourd'hui, ou en tout cas avec ces véhicules d'investissement, on sent qu'ils ont quand même, enfin les fraudeurs, ceux qui vont créer ces sites-là, qui vont te proposer d'investir, ils ont une réelle connaissance, à vrai dire, du marché. Ils ont une connaissance très fine du marché, ils ont une connaissance très fine de la finance, de la bourse et des produits d'investissement. Et dans certains cas, s'ils travaillaient dans des vraies sociétés réelles, ils seraient très bons. Ah non, mais ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, il y a une problématique liée à l'information quelque part, puisqu'en fait, une information qui est commune pour tout le monde, c'est une information dont le fraudeur peut également se servir. Exactement. Pour essayer d'avoir quelque chose de plus crédible en termes de fraude, j'ai envie de dire. Et puis voilà, berner les personnes qui seraient moins alertes. Puisque là, tout à l'heure, on parlait de 15%, etc. Pour nous, ça paraît totalement délirant. Mais pour la personne lambda, potentiellement, c'est pas le cas. Donc en gros, quelles sont les cibles de ce type d'arnaque-là, si tu devais me dresser un portrait... Le portrait robot de la cible. Voilà. Alors, le portrait de robot de la cible, c'est pas compliqué. Ça va être quelqu'un qui a entre 55 et 65 ans, qui est un 2 tiers homme, 1 tiers femme. Et en fait, on comprend pourquoi. C'est des personnes qui arrivent en fin de carrière, qui ont du coup un peu d'épargne, qui ont accumulé un petit peu de patrimoine, alors parfois beaucoup, parfois un peu moins, mais qui du coup ont des décisions à prendre et qui arrivent avec quelque chose qui s'appelle la retraite. Alors soit ils viennent de la prendre, soit ils vont la prendre, et du coup ils ont des choix de vie à faire par rapport à cette épargne. D'accord. C'est-à-dire que quand on travaille, même quand on a 55 ans ou 60 ans, on n'utilise pas son épargne de la même manière que quand on en a 70. C'est clair. Voilà, donc du coup, il y a un choix de vie à faire par rapport à tout ce qui a été fait précédemment, et c'est là où c'est une population extrêmement fragile par rapport à ce type de sollicitation, parce qu'ils vont être en demande, ils vont être en besoin de quelque chose, et quelque part, les escrocs vont cibler ce besoin, vont les targeter de manière extrêmement précise, justement pour leur faire des offres qui correspondent exactement à ce qu'ils veulent entendre. Ok. Donc ils vont mettre les mots que ces personnes-là veulent avoir dans leur oreille, ils vont précisément les mettre. D'accord. Et donc ça va être tailoré, ça va être ciblé, ciselé exactement pour ce qu'ils veulent faire. Et sauf que évidemment tout sera parfait sur le papier jusqu'au moment du paiement. Exactement. Voilà, où tout doit être masqué pour que l'anomalie majeure du paiement passe la plus inaperçue possible. Ok. Donc dans le cadre justement au moment de ce paiement-là, est-ce que toi tu as pu identifier des noms d'entreprises réputées, enfin qui ont pignon sur rue, mais dont l'identité a été utilisée pour pouvoir arnaquer? Oui, plein de fois. Alors notamment, il y en a un qui revient très souvent, très fréquemment, c'est Barclays. Barclays, le livret d'épargne Barclays. Alors ça c'est, on va dire, une espèce de constante de fonds de portefeuille depuis 2015. Okay. Et on voit qu'ils luttent, parce qu'ils ont des sites de cybersquattage qui vont prendre un nom de domaine proche. Ok, donc un site de cybersquattage, c'est un site qui va permettre qui va prendre en fait l'URL ou une partie de l'URL en mettant le nom Barclays, donc le nom de la... C'est ça en question.
Et donc ça peut être, je sais pas. Après, ça peut être Barclays Épargne, livret Barclays, barclaysfr.com, ça peut être plein de variantes de ce type-là. D'accord, ok. Donc en gros, ils utilisent quand même cette URL-là qui est frauduleuse, hein, donc qui est une fausse URL, Exactement. pour pouvoir proposer leurs services dessus, c'est ça? C'est ça. Et après, ils vont accompagner ça de communication par mail et par téléphone. Ok. Et dans les mails, il y aura des pièces jointes qui seront des copies exactes des documents de Barclays, la vraie. Ok. Voilà. Alors, il y a également des petites variantes, notamment quelque chose qui est assez vicieux. C'est-à-dire parfois, ils vont pas créer de site. Ils vont demander d'aller sur le vrai site. Et ils vont dire au téléphone, regardez, c'est notre site. Allez vérifier, vous verrez qu'il est authentique. Et évidemment, il est authentique, mais sauf que c'est pas la bonne personne au téléphone. Ok. Ouais, donc ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ils vont potentiellement m'usurper d'identité. Bah, justement, on a eu un cas là récemment d'une personne qui se faisait passer pour quelqu'un de légitime, qui travaillait en fait pour une entreprise. Et là, pour le coup, c'était un investissement chez AXA qui proposait un produit. Et donc, évidemment, c'était un faux, enfin, c'était un faux AXA. Un faux AXA, hein, c'était pas le vrai. Et en fait, la personne s'était fait passer pour quelqu'un qui travaillait chez AXA. Et donc, elle a donné cette identité-là. Elle a dit, bon, vous pouvez la vérifier sur LinkedIn. Puisque j'imagine qu'elle aussi, elle a dû trouver que la personne travaillait chez AXA. Elle a dû trouver cette information sur LinkedIn. Et donc, c'est comme ça qu'elle a réussi à, comment dire, masquer son identité, en fait, usurper l'identité d'un employé légitime d'AXA pour escroquer, en fait. Alors, il y a un cas qui est quand même aussi encore plus troublant. Alors, sur AXA, peut-être un peu moins, mais quand l'usurpation porte sur une banque, c'est quand justement les escrocs vont ouvrir un compte pour collecter l'argent et le blanchir auprès de cette même banque. Okay. Donc, quoi de plus normal quand on a une demande de paiement de BNP, du livret d'épargne super valorisé BNP, que de payer sur un compte BNP. Ouais. Voilà, ça passe beaucoup mieux que s'il faut aller payer sur un compte d'une caisse régionale au fin fond de l'Italie. Oui. Là, déjà, on se dit, il y a un truc bizarre. Il faut vraiment avoir du bagou et prendre la victime dans le feu de l'action pour qu'ils ne se rendent pas compte que payer en Italie pour un produit français, ça devient compliqué. Ouais, c'est clair. Ouais, bon, après, je pense qu'ils arrivent à les avoir également sur la partie émotionnelle. Enfin, ils ont vraiment cette côté-là. C'est de l'ingénierie, c'est ce que tu disais. Donc, en fait, ils arrivent à te faire rentrer dans où en fait tu perds tous tes sens critiques. Oui. Et du coup tu vas investir. Et du coup tout à l'heure on parlait justement de cette cible-là, 55-65 ans à peu près, qui serait touchée. Alors j'ai deux questions à ce niveau-là. La première, c'est comment tu penses qu'ils arrivent à identifier ces personnes-là pour pouvoir leur vendre? Et deuxièmement, est-ce que tu penses que ces personnes, elles ont assez de... Est-ce qu'on les informe assez sur ce type d'arnaque? Toi qui dois discuter avec elles par moment, alors, je pense qu'elles sont assez sensibilisées sur ces arnaques-là et sur ces fausses informations. Maintenant, oui, il y a quand même une information qui commence à vraiment se diffuser, à être connue à droite et à gauche. Mais on se rend compte que les escrocs ont toujours une longueur d'avance et vont avoir toujours un déclic d'avance par rapport à ces informations-là. Et pour les cibler, ils vont utiliser énormément d'ingénierie sociale. Donc, par exemple, une des méthodes utilisées, ça va être de prendre l'annuaire. On prend l'annuaire, on prend une ville, un endroit, on regarde les prénoms et on regarde l'occurrence des prénoms en fonction des années de naissance. Et quand on voit qu'il y a un prénom qui est vraiment typé qui a été vraiment beaucoup donné il y a par exemple 50-60 ans, bah là ça fait un candidat sérieux pour tous les appeler. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être par exemple, ils vont regarder le type de carte bancaire utilisée. C'est-à-dire qu'ils vont demander aux personnes de faire un premier paiement par carte, 50, 100 euros, n'importe quoi, pas grand-chose. Mais en fait, avec les premiers codes de la carte, ils vont pouvoir voir quel type de banque c'est. Et en fonction des statistiques sur la typologie de la clientèle de la banque, ils vont pouvoir également faire un petit croisement. Également, ils vont le faire avec la localisation de l'adresse. Quel est le tissu socio-économique de ce quartier, de cette ville? Et donc, ils croisent ça, ils vont croiser les noms, ils vont croiser ça. Déjà, rien qu'avec ce type d'infos, il y a déjà pas mal de choses qui ressortent. Et derrière, ils vont regarder les réseaux sociaux, évidemment. Donc voilà, maintenant, qui n'a pas de compte Facebook, même parmi nos aînés? Voilà, donc voilà. Et sur Facebook, là, c'est regarder les clubs de sport, clubs de pétanque, etc., de belote, j'en sais rien, tout ce qui traîne.
la vie associative. Et du coup, ça aussi, ça fait un filtre supplémentaire. Ouais, clairement. Donc, en gros, ils arrivent à vraiment utiliser... C'est vrai, pour le coup, c'est quand même assez smart d'aller faire des occurrences, des années de naissance et tout. J'avoue, je suis assez choqué. Parce que pour le coup, ça, je savais pas. Mais ouais, c'est vrai. Bah, c'est assez efficace, hein, en soi. Ouais, en vrai, oui. Bon, après, les réseaux sociaux, ça, on a l'habitude, un classique. Pour, entre guillemets, mapper. Même, parfois, ils arrivent à savoir qui sont tes enfants, etc. Puisque Facebook proposait ce type d'éléments-là. Puisque nous, on a un cas d'usurpation d'identité où c'est quelqu'un qui se fait passer pour ton fils, ta fille, t'envoie un message et qui te dit « Ah, bah, j'ai perdu mon téléphone, est-ce que tu peux me dépanner 400 € pour que je puisse en acheter un rapidement ?» Et voilà. Donc, ce type d'éléments-là, on sait que c'est par les réseaux sociaux qu'ils arrivent à savoir qui est ton fils, à quel truc, quel est son âge, etc. à peu près, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez troublant de savoir que, au final, toutes les technologies qui nous ont été mises à disposition sont des technologies qui, in fine, sont utilisées également par les fraudeurs. Mais c'est logique parce qu'en fait, ces technologies, qu'est-ce que c'est à la base? C'est de l'information. C'est de la transmission d'informations. Et ces informations, bah, quelque part, quand on communique ces informations, on donne des armes à des personnes, à des fraudeurs pour pouvoir nous cibler, nous. Ouais, tout à fait. Ça, pour le coup, c'est assez logique vu comme ça. Bon, après, on n'a pas tous la même logique s'agissant de utiliser les réseaux sociaux juste pour scroller ou bien pour trouver des cibles. Ah, ouais. Ok. Et du coup, je m'étais posé une autre question également. C'est là, justement, nous, on s'est rencontrés où il y avait beaucoup de victimes d'usurpation d'identité qui venaient nous voir et qui nous disaient, je suis victime d'une arnaque crypto et donc je souhaite me protéger. Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu sur cette nouvelle arnaque Sur la nouvelle arnaque crypto? Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui est arrivé relativement récemment. C'est-à-dire que la crypto, on l'a vu arriver, nous, dans nos dossiers vers 2017-2018, les prémices. Donc, c'était arrivé en tant que moyen de paiement. Okay. C'est-à-dire que la personne n'a jamais compris qu'elle avait fait de la crypto. Okay. C'est-à-dire qu'elle était prise en main, elle était guidée, on lui disait, voilà, faut cliquer là, faut faire ça. Et elle se mettait à ouvrir un compte crypto, à alimenter son portefeuille et après à l'envoyer aux escrocs sans comprendre jamais ce qu'elle faisait. Elle pensait que c'était intégré à la plateforme d'investissement ou livré et c'était une procédure un peu de conformité interne en passant par un site tiers, etc. C'est relativement récent que maintenant, en fait, c'est lié au boom des cryptos. C'est-à-dire quand on est en période de bull run, c'est une thématique à la mode. Toutes les thématiques d'investissement à la mode, c'est un support d'escroquerie pour l'investissement. Et quand on parlait des livrets avec des taux mirobolants de 15 ou de 40%, dans la crypto, c'est facile de trouver des histoires où quand on est à 15%, c'est même pas terrible. Ouais. Voilà, c'est même voire assez médiocre. Donc du coup, venir avec un super produit à 15%, quand dans la crypto, il y a des rendements à 400, 1000 ou 4000%, du coup, il n'y a personne qui va investir à 15%. Donc forcément, du coup, les escrocs sont adaptés et ont mis un pied là-dedans. Ok, ouais, très clair. Et donc... Le use case crypto aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment ça se passe? Si tu as une victime qui est victime de crypto, ta victime lambda, comment ça s'est passé l'arnaque Callasudo? Alors, comment ça s'est passé? Tout simplement, on lui a fait miroiter un produit d'investissement. D'accord. Qui peut être crypto ou pas crypto. Donc, ça peut être par exemple d'investir sur de la crypto, justement, avec. On retombe dans la vieille escroquerie au CFD ou aux produits dérivés. Ça peut être d'investir dans un livret d'épargne et du coup, on lui explique que maintenant, il faut alimenter ça en crypto. Elle va bénéficier du rendement de la crypto, livret d'épargne crypto, etc. Enfin, toutes les variantes qu'on peut imaginer. Donc là, deux cas de figure. Soit la victime connaît déjà la crypto, elle sait ce que c'est, elle a déjà un compte. Donc auquel cas, tout va bien. Les escrocs lui donnent juste le compte de destination, lui demandent de faire le paiement. Ou alors, la victime, en toute candeur, explique qu'elle n'y connaît absolument rien, et là, elle va se faire aider, accompagner, et se faire former. Donc, c'est quoi un compte crypto? Comment on ouvre un? Donc, ils vont tranquillement lui dire, allez, vous allez sur un site authentique et légitime, alors voilà, on en connaît tous, hein. Ils vont ouvrir un compte, donner la pièce d'identité, passer le KYC, faire la vidéo, va le faire, on va ouvrir un vrai compte. De vérification de ça. Elle va tout faire, mais elle le fait entre guillemets. Elle le fait de son plein gré, mais pour avoir un compte qui va rester à son nom. Ok.
Donc en fait, elle va alimenter ce compte. Donc du coup, la transaction d'alimentation de ce compte, sauf cas très particulier où par exemple il tombe sur un opérateur obscur qui est hors Union européenne, qui est déjà blacklisté, donc dans des exceptions d'exceptions où là on peut se retourner sur la banque du client. Mais dans la plupart des cas, il y a pas grand chose à dire. Hein. Elle ouvre un compte crypto, c'est pas le problème. Hein. Le problème, il est après le compte crypto. C'est-à-dire que quand l'argent part et envoyé sur un compte derrière. Donc là, ça partira à la blockchain. Et donc, nous, on va avoir des capacités d'analyse on-chain qui vont permettre de comprendre ce qui s'est passé, quel type de blanchiment a été mis en place, quelle est la complexité, est-ce qu'il y a eu des mixeurs, est-ce qu'il n'y a pas eu de mixeurs, où ça va, comment c'est structuré. On va démêler tout ça. Donc, en gros, vous allez refaire le chemin quand on empruntait l'argent. On suit la piste de l'argent. D'accord. On va être le chien policier dans la forêt qui va suivre l'odeur de l'argent pour trouver l'endroit où il est arrivé à la fin. À la fin, ok, très clair. Donc en gros, c'est ça votre expertise que vous allez réussir à justement tracer. Notre expertise dans la crypto, exactement. Super. Exactement. Et top. Et du coup, une fois qu'elle a placé l'argent, évidemment, l'argent disparaît. Hein. Alors dans quasiment tous les cas de figure que l'on a sur notre typologie d'escroquerie, effectivement, l'argent est blanchi dans un délai relativement court, entre 3 jours à 3 semaines. En général, ça part. Parce qu'on est sur des montants qui, somme toute, sont importants, mais pas si importants que ça. Alors, j'ai une image qui parle beaucoup. C'est les escrocs vont blanchir ça et vont rapidement acheter une Lamborghini. Mais en fait, une Lamborghini, on en achète pas 300. Donc, quand on est sur des escroqueries de beaucoup plus grande ampleur, style des systèmes de hacking, de phishing, des choses qui vont faire des milliers et des milliers de victimes de manière industrialisée, là, du coup, l'argent a plutôt tendance à être stocké à droite et à gauche. Okay. Parce que du coup, 300 Lamborghini, c'est compliqué au quotidien à gérer. Ouais, c'est clair. Okay. Voilà, et donc on a besoin de sortir l'argent tout de suite pour le blanchir, mais 300, voilà. Ouais, ça doit avoir des comptes. Du coup, c'est un peu compliqué, et ça, c'est des types d'escroqueries, des types d'affaires sur lesquels on essaie de commencer à développer de l'expertise, okay. Mais qui est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'ingénierie sociale. Ok, d'accord, c'est clair. Et donc, une personne, donc, une fois que... Comment elle se rend compte que tout simplement, elle se rend compte parce que elle veut récupérer son argent, soit le capital, soit les intérêts, et d'un seul coup, il n'y a plus personne au téléphone. Okay. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de lignage, le site internet saute, et puis voilà, c'est fini. Okay. Et là, elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui va. Et donc, dans le cadre de leur procédure, j'imagine, elles vont à la police... en général, ce qu'elles font quand même, on va déposer plainte, ou parfois elles ont honte. Alors du coup, est-ce que tu peux me parler de... Voilà. Alors, quel est le cas ? Effectivement, il y a 2 difficultés dans le dépôt de plainte. Il y a le premier, c'est la difficulté psychologique, qui est justement de surmonter cette honte, le regard des proches qui parfois sont pas au courant. Donc là, c'est un premier chemin de croix vraiment très personnel que la victime doit faire. Il n'y a pas le choix, il faut réussir à le faire à un moment ou à un autre. Il faut absolument aller déposer plainte, il faut vraiment les déverser. Il faut vraiment les aussi. C'est une affaire de principe en soi. Même si ça leur apportera pas quelque chose pour eux individuellement, ça apportera globalement à tout le monde. Donc il faut le faire. Et le deuxième point, c'est que parfois, l'officier de police judiciaire qui va recevoir ce témoignage va être confronté à un témoignage incohérent, aberrant, et compliqué à démêler. Et donc, du coup, il y a le recueil du témoignage qui, là, peut être problématique dans certains cas de figure. Tout OPJ n'est pas forcément spécialisé dans ce type d'arnaque-là. Enfin, ça dépend. Moi, parfois, j'ai des cas d'usurpation d'identité où, en fait, je comprends bien que la personne qui a reçu la plainte, en fait, n'a pas réussi à démêler les bonnes informations. Le vrai du faux. Le vrai du faux. Est-ce que ça, je l'ai bien fait ? Est-ce que c'est bien la personne qui l'a fait toute seule ? Ou est-ce que, quelque part... on a pris contrôle de son ordinateur, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, mais je dirais que nous, dans les cas qu'on voit, quand il y a une prise de contrôle de l'ordinateur, en soi, c'est presque un élément périphérique, parce que oui, il y a une prise de contrôle, mais cette prise de contrôle, elle est liée pour pallier l'incapacité de la victime à faire la démarche elle-même. Mais si la victime avait la capacité technique ou la connaissance pour faire la démarche, elle l'aurait fait sans problème elle-même. Donc en soi, la prise de contrôle, somme toute, c'est pas l'élément, on va dire, décisif. Oui, et je tiens à préciser quand même que si le discours est parfois pas très structuré et incohérent, c'est pas de la faute de la victime. La victime va
dans la plupart des cas, être capable de régurgiter de manière extrêmement précise tout ce qui lui est arrivé. Mais c'est le mode opératoire des escrocs qui rend cette histoire peu intelligible et parfois incohérent. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, la personne, elle a été drivée dans ce monde-là où elle ne connaît pas et ne pas le schéma. Enfin, toute l'ingénierie qui a été mise en place par le fraudeur, justement. Ils ont du mal à comprendre ce qui s'est passé au final. Mais malgré, elles savent qu'elles ont parlé avec telle et telle personne, telle date, etc. Moi, très souvent, en fait, elles ont les dates. Oui. Elles ont le montant des virements. Elles ont les relevés et tout. Très souvent, quand elles viennent chez nous après être victime d'une fraude avec crypto ou autre, et très souvent, elles ont toutes les informations, quoi. On sent que, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la personne qui travaille chez AXA, elles m'ont sorti le LinkedIn de la personne. C'est ça. Mais en fait, c'est pas du tout elle. C'est donc c'est une personne qui quelque part, en fait, dont l'image, en fait, va être... a été usurpée et qui, elle, doit porter plainte. Exactement, qui doit porter plainte parce que du coup, elle-même, comment dire, son préjudice à elle, c'est l'image qu'elle renvoie d'être un arnaqueur, alors que c'est ça. Ouais, quoi. Exactement. Donc, en effet. Ok, donc ça, c'est bien le use case. Voilà, je suis victime, je vais à la police, etc. Et après, derrière, comment elles ont connaissance de Broker Défense? Comment on fait en sorte qu'elles les connaissent? Nous, on communique énormément sur toutes les escroqueries. On va essayer de les détecter le plus vite possible pour informer de l'existence de l'escroquerie et, alors ça c'est notre espoir quelque part, notre volonté de faire le bien autour de nous, qui est que les victimes découvrent notre information suffisamment vite pour qu'elles ne soient pas escroquées. On a une personne qui nous appelle en nous disant j'ai versé 400 €, mais grâce à vous, j'ai vu votre article et je ne verserai pas 50 000. Bon, quelque part, ça nous fait plaisir. Ouais, c'est clair. Ça nous fait plaisir. Donc ça, c'est la manière dont les victimes vont nous connaître, parce qu'on fait une communication extrêmement ciblée sur ces différentes escroqueries. On va essayer de collecter de manière préventive le maximum d'informations sur ces sites avant que les sites soient amenés à disparaître. Parce qu'ils disparaissent toujours. Oui. Ils disparaissent toujours. Que ce soit par c'est ça. Et le travail des cybermalveillances ou bien que eux-mêmes Oui, souvent c'est eux qui le coupent, parce qu'il est plus rentable et du coup, voilà, c'est... Et puis de toute façon, c'est tellement facile à créer que voilà, il y en a plein qui se créent. C'est clair. C'est ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pour que l'escroquerie soit crédible, du coup, les escrocs vont copier quasiment à l'identique le vrai processus d'ouverture de compte, les vrais processus qui sont en place dans les sociétés d'investissement et autres, et donc vont remettre pièce d'identité, justificatif de domicile, parfois des selfies, tout ce qu'il faut pour faire une belle usurpation d'identité. Et donc derrière, on va avoir les victimes qui nous appellent et qui d'un seul coup vont être un peu prises de panique en se disant mais en fait, il va peut-être se passer quelque chose, j'ai donné ma pièce d'identité. Et malheureusement, parfois, alors ça n'arrive pas souvent, mais parfois il arrive quelque chose et puis quand ça arrive, les conséquences sont vraiment dramatiques. Ouais, clairement. Parce que parfois, ils ont justement réussi à récupérer les identifiants qui permettent de se connecter sur les wallets. Parfois, ils ont réussi à récupérer limite, en fait, le KYC. L'entrée en relation a été réalisée dans une banque ou en ligne ou autre, ou potentiellement pour ouvrir un compte crypto. Et donc, dans ce process-là, il y a la vérification qui est réalisée, donc avec le selfie, le document, etc. Et parfois, en fait, ils arrivent à garder ces identifiants-là. Moi, j'ai eu des cas où, en fait, la victime vient me voir en me disant « Je sais que j'ai un compte à telle banque », quand c'est vraiment la banque. Et ce compte-là, je sais que c'est pas moi qui ai le contrôle dessus. Parce que j'ai délégué le contrôle à telle personne, parce qu'il m'a promis monts et merveilles. Et là, en fait, ça devient également problématique, parce qu'en fait, il y a un compte qui est ouvert au nom d'une victime d'une fraude, qui n'a plus le contrôle sur ce compte-là, qui souhaiterait éventuellement pouvoir le fermer, mais qui pourrait éventuellement servir comme compte de rebond. On a déjà vu ça, et donc il y a vraiment pas mal de cas d'une part d'usurpation d'identité, mais au-delà de ça, c'est l'image, ou en tout cas la victime qui va participer, entre guillemets, parce que son compte sert à blanchir de l'argent ou autre. Et surtout, la victime peut se retrouver dans une procédure. Exactement. Ça, on en a vu quelques-unes. J'ai un cas d'une personne qui, d'un seul coup, a eu la surprise de recevoir par courrier une demande de l'URSSAF par rapport à une société à son nom. Donc, il n'avait pas créé, mais donc la société a été créée par les escrocs avec ses pièces d'identité, et derrière, ils ont ouvert un compte bancaire qui correspondait à la société qu'il avait créée. Ouais, ça c'est clair. Franchement, l'ouverture d'une société
au nom d'une victime, ça pour le coup, ça peut faire vraiment pas mal de dégâts. Ouais. Parce que, et après, alors moi, ce que j'ai eu, c'est que juste après l'ouverture et que l'entreprise, en fait, elle fournissait du service digital. Et en fait, elle a facturé une personne légitime qui avait besoin de services digitaux pour 45 000 euros. Et en fait, c'était le nom du coup de la victime. Et là, en fait, on s'en sort plus, en fait. C'est ça. On s'en sort plus. Ouais. Là, il y a à la fois une personne morale dont je suis propriétaire et qui soi-disant propriétaire et qui va escroquer, et puis la victime qui est également elle-même victime d'une fraude. Donc là, en fait, on arrive dans des cas hyper complexes. Et du coup, comment, si tu as déjà eu des cas comme ça, comment vous arrivez à gérer ça? Au final, c'est devant les tribunaux, j'imagine. Mais... Alors, c'est devant les tribunaux. Alors, il y a un cas qui s'est passé avec une très grande compréhension de l'URSSAF et du greffe, puisqu'ils ont, sans vraiment de difficulté, ils ont compris la situation, ils ont annulé les demandes de paiement et ils ont procédé eux-mêmes à la clôture de la société. Ça, c'est super. Donc ça, c'est vraiment le cas, on va dire, d'école qui va bien. Et pour la victime, somme toute, il n'y a pas eu plus de conséquences que ça. Par contre, je connais une autre victime qui, dans un cas relativement similaire, avec l'ouverture de société à son nom et forcément des comptes associés, s'est retrouvée mise en examen dans les procédures, avec convocation devant le juge, avec convocation pour en garde à vue, alors qui n'a pas été à son terme, parce que bon, au bout de quelques heures de garde à vue, forcément, se sont quand même rendus compte qu'il y avait un souci. Mais quand c'est une victime qui a plus de 70 ans, qui est victime déjà, et qui se retrouve en position du stress de la garde à vue, où elle comprend, mais pas tout de suite, qu'elle est accusée, c'est quand même quelque chose de terrible. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est assez grave, ce arnaque-là. Et moi, j'ai l'impression qu'elles vont en augmentant légalement, puisque de plus en plus, j'en reçois des victimes de ça. Et du coup, on va parler de ça, justement. D'abord, je vais parler du fait que on a été mis en contact pour pouvoir échanger et voir comment éventuellement on pouvait adresser certaines problématiques, parce qu'en fait, il y a un chiffre qui est clé, c'est que c'est l'AMF qui l'a donné d'ailleurs, qui disait que 44% des arnaques en investissement donnaient lieu à de l'usurpation d'identité. Donc évidemment, ayant ton expertise sur les arnaques et tout ce qui est faux investissements, etc., et donc moi, mon expertise sur l'usurpation d'identité, évidemment, ça a été logique de créer un petit partenariat et de faire en sorte tout simplement de pouvoir nous compléter dans le cadre de nos activités. Et donc, voilà, Broker Défense et ID Protect ont donc fait en sorte de pouvoir comme mutualiser toutes ces informations-là et faire en sorte également de pouvoir accompagner les victimes du mieux qu'on peut. Et d'ailleurs, pour ça, je te remercie. Parce que pour le coup, je te remercie aussi d'avoir accepté. Voilà, et c'est l'objet de ce partenariat-là. Et donc, voilà, on a tout de suite compris qu'en fait, il y a une sorte de logique entre la fraude. Parce que, évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des documents qui sont transmis. Il y a très souvent des selfies qui imitent le parcours d'entrée en relation. Donc, le parcours où on donne le document d'identité, le parcours où on fait le selfie, etc. En fait, c'est des informations que eux vont conserver pour pouvoir réutiliser par la suite. Donc, c'est sûr que le RGPD ne s'applique pas sur des escrocs. Alors, il n'y a pas de barrière de pays, il n'y a pas de barrière légale. Il n'y a absolument aucune barrière. Ouais, pour le coup, ils n'ont vraiment aucune barrière. Donc, oui, en effet, donc ces process-là qu'on connaît, en fait, et qui nous rassurent, en fait, quand on est client, le fait de pouvoir vérifier l'identité, on se dit, c'est un gage de sûreté. En fait, au final, ça nous met en danger. Ça nous met en danger dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, ça nous met en danger. Mais c'est toute l'évolution de la technologie, parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux outils qui se mettent en place. Et en fait, ces outils, il faut apprendre à les utiliser. Et puis, il y a des effets de balancier d'un côté et de l'autre, le temps qu'on stabilise vraiment les bonnes pratiques, les bons process. Tout à fait. Ouais, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre un cas simple. Je m'appelle Monique, j'ai 55 ans, je suis victime d'une arnaque au financement, je vais chez Broker Défense, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Première étape, l'écoute. Il faut déjà recueillir le témoignage de la victime. Et alors, le témoignage en allant de manière générale sur l'essentiel, c'est les opérations de paiement. C'est-à-dire que globalement, le mode opératoire, on le connaît parce que c'est toujours le même depuis une dizaine d'années, il y a peu de variantes.
Donc on va pouvoir tracer assez vite et aller sur les éléments qui sont vraiment fondamentaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? De quelle manière? Quelle date et autres. Et de là, on va construire déjà une première solution de défense, donc l'adresser en fonction du type de procédure nécessaire. Donc là, on travaille avec 23-24 cabinets d'avocats dans 14 pays différents. Et donc, en fonction de la typologie du litige, on sait qu'on va pouvoir l'adresser à tel ou tel cabinet pour tel ou tel type de procédure. Et après, il y a l'avocat en question qui va nous confirmer en disant oui, ça c'est bon, je prends. Ou alors vraiment, si on voit qu'il y a eu une erreur d'aiguillage, il va nous dire non, mais là, c'est pas pour moi, il faut le réorienter. Et là, on va voir avec les autres qui vont, en fait, ceux qu'on a vont permettre de couvrir toute la palette. Que ce soit pour faire du pénal, du précontentieux, du civil, que ce soit en France ou dans les autres pays. D'accord. Et vous êtes présent dans quel pays? Alors, on est présent en France, en Belgique, au Portugal, en Espagne, en Lituanie, en Allemagne, en Pologne, en Bulgarie. Ça, c'est nos principaux pays. Et puis après, on a des collaborations où on peut intervenir de manière un peu plus ponctuelle, notamment à